Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme je disais en introduction, vous êtes représentant à la commission sur les questions de politique numérique au niveau du G7 et du G20. Comment concrètement, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? C'est quoi votre job? Comment on gère ce genre de négociations à ce niveau-là? Tout d'abord, bonjour. Merci, je suis ravi d'être là et ravi d'avoir entendu le discours très énergisant d'Alain et notamment ces dernières phrases qui sont volontaristes et qui vont à l'encontre du défaitisme qu'on entend trop facilement. G7, G20, comment ça se passe? Il n'y a pas d'organisation mondiale du digital. Il n'y a pas un forum dans lequel les pays se retrouvent et discutent ou débattent d'un sujet qui, pour autant, est mondial et n'a pas de frontières. Alors, on a différents forums. Et le G20, qui au départ était une organisation financière, s'est emparé de ces sujets-là et est le seul forum dans lequel, si vous mettez les Nations Unies qui ont leurs propres problèmes à part, dans lequel on va discuter, débattre, comparer, échanger et se mettre éventuellement d'accord sur des sujets qui sont déterminés par des présidences tournantes. Alors tout ça, c'est peut-être un petit peu abstrait. Ça signifie quoi? Par exemple, en relation avec ce dont on discute aujourd'hui, l'Inde a eu la présidence du G20 il y a 3 ans. Ils ont mis ce qu'ils appellent Digital Public Infrastructures au centre des discussions. C'est quoi? C'est ce système de paiement indien, UPI, qui, en quelques années, grâce au travail en commun du gouvernement, Aadhaar, infrastructure biométrique de reconnaissance, le secteur de la tech et le secteur financier, permet aujourd'hui d'avoir un système de paiement immédiat, permet à 850 millions de personnes qui n'avaient pas accès aux services sociaux ni aux services bancaires d'y avoir, et de manière très intéressante permet, ou pas permet, mais est un instrument très fort de lutte contre la corruption, en désintermédiisant. Vous prenez votre taxi, vous payez avec UPI, et évidemment la compagnie de taxi n'a plus à payer des pourboires à la police, qui payait des pourboires à la municipalité, qui payait des pourboires à la région, qui payait, etc. Au G20, ils ont mis ça au centre. Et on a eu la reconnaissance que ces infrastructures sont un instrument très puissant de développement, mais ces infrastructures nécessitent une infrastructure juridique de confiance. C'est-à-dire que non seulement l'État va devoir mettre la main dans le cambouis pour permettre concrètement d'avoir accès aux données, d'avoir un système de transmission des données et de network, mais une infrastructure juridique aussi. Et l'Inde, c'est pas pour rien que juste avant d'avoir mis ça en place, a adopté son règlement général sur la protection des données, montrant par là même un exemple que Alain vient d'indiquer, qui est une réglementation dite compétitive, détestée par nos amis américains, parce que vous avez des dimensions de localisation des données, mais essentielle pour pouvoir donner la confiance à ce UPI et pour fonctionner. Donc je vous cite cet exemple, et peut-être que je suis rentré un peu dans les détails, pour vous dire que grâce à ça, vous avez eu les Indiens au G20 qui ont dit voilà ce qu'on a fait, d'autres pays qui s'en inspirent, et je dois le dire tout à fait modestement, l'Union européenne qui est très intéressée aussi par ça. Donc ça, c'est un sujet. Et d'ailleurs, et justement, quand vous parlez de l'Inde, parce qu'ils ont aussi co-organisé avec nous le sommet de l'intelligence artificielle, donc il y a eu à Paris, puis là en Inde. Est-ce que aussi, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, est-ce que ça passe aussi, en fait, on en parle toute la journée, en Europe, il faut faire des solutions européennes, mais au final, est-ce qu'il ne faut pas justement s'allier plutôt avec des pays aussi de ce type comme l'Inde? Alors c'est très intéressant que vous mentionniez ça parce que le dernier G20, Afrique du Sud, dernière réunion ministérielle du digital au Cap, pour la première fois, on a eu le thème de la digital sovereignty, souveraineté digitale. Et c'est
pas pour rien que cette déclaration n'a pas été adoptée, en grande partie à cause de la nouvelle administration américaine. Et je mentionne ces deux faits, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une demande très forte de tout un tas de pays dans le monde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, qui nous disent, bon, on ne peut pas être dépendant technologiquement d'un des deux géants au point où on est vassalisé. Le point commun entre tout le monde, c'est qu'on a tous le risque de l'être. Et le point commun de tout le monde, à part ces deux géants, c'est qu'on est dans une période où on a passé la prise de conscience et on est dans l'action. Le point commun de tous ces pays, c'est de réaliser qu'ils ont des pièces du puzzle, mais qu'ils n'ont pas la capacité, tout seuls, de le construire en entier. C'est un ministre brésilien du numérique qui rencontre la vice-présidente Virkkunen et qui lui dit on va créer le premier réseau de connexion de câbles numériques sous fleuve du monde dans l'Amazone. On ne peut pas se permettre de dépendre d'un des deux géants. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un public-private partnership et qu'on travaille ensemble? Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce thème de la souveraineté n'est pas une vieille ancienne française où les cocoricots et on se tape le torse. Ça devient un selling point. Ça devient une nécessité de coopération internationale et donc une opportunité business pour des pays qui veulent assurer ou qui veulent désenclaver un minimum ou dégager un minimum, retrouver un minimum de souveraineté. Et ce que je vous indiquais là, ça se traduit aussi par, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, une entreprise estonienne qui s'appelle X-Road, qui travaille sur software open source et dont le job est de rendre les différents départements d'une administration, d'un État, d'un gouvernement, leurs différents États compatibles. Et on accompagne cette entreprise, par exemple, avec ce que nous, on appelle la EU Tech Business Offer, c'est-à-dire que l'Union européenne offre aux entreprises du numérique la possibilité de venir avec nous, de rencontrer ces administrations étrangères, de toper avec elles et de dire « vous voulez travailler avec nous pour regagner sa souveraineté, on travaille ensemble ». X-Road, aujourd'hui, permet à l'administration fédérale brésilienne de échanger des données avec l'administration d'un État fédéré, permet à la ville de Mexico de fonctionner, à des projets en Indonésie, et on les a aidés, petite entreprise estonienne, qui aujourd'hui est un acteur majeur, à permettre à des gouvernements étrangers d'utiliser des solutions qui leur permettent de dégager cette souveraineté nécessaire. Bon, j'ai quand même parlé de l'éléphant toujours dans la pièce, et Alain en a un petit peu parlé dans son introduction sur évidemment la réglementation européenne. Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui bougent, on va dire plutôt entre guillemets, alors dans le sens peut-être des entreprises, mais au final, est-ce que quand même, c'est pas quand même un avantage? Alors, je vais forcer le trait, c'est pas un avantage un peu compétitif la réglementation, parce que je sais pas, on a vu pas mal de, enfin en Californie, les règles sont quand même hyper dures, ça on oublie de le souligner, et puis ils ont quand même tous les géants de la tech là-bas. La réglementation, pour unir 27 marchés, c'est nécessaire. Si on crée une identité numérique valable non seulement pour les individus, mais pour les entreprises, et vous allez parler du 28e régime, pour plus de 450 millions de personnes, c'est parce qu'on va avoir une réglementation européenne. Donc une grande différence par rapport à d'autres pays, c'est que nous, la réglementation est l'instrument de création du marché. Alors, mais votre question, c'est, OK, mais vous avez eu tendance à surréglementer et ça a plombé. Ça a pu plomber la tech. Alors, c'est vrai que ça coûte cher en termes de compliance cost. Et c'est vrai que plus vous en avez, plus vous allez hurler. Et ce n'est pas pour rien que les géants du numérique sont les champions. Mais de l'autre côté, et là où je vous rejoins, c'est qu'à un moment où la demande internationale
c'est une demande de souveraineté. C'est quoi la garantie? C'est quoi la garantie pour l'Inde, pour l'Indonésie, que s'ils prennent Nokia ou Ericsson pour construire leur 5 et leur 6G, c'est quoi l'intérêt par rapport à Huawei? L'intérêt par rapport à Huawei, c'est que nous, on n'a pas une loi sur la cybersécurité qui va soumettre tous les opérateurs network à une vérification systématique des données importantes qui passent sur leur network et une obligation de les communiquer au Parti communiste chinois. Pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'on a une réglementation. Et donc, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que l'existence de cette réglementation crédibilise une offre technologique vis-à-vis de pays qui sont en demande de garantie d'avoir des instruments qui leur garantissent leur souveraineté. Et donc, finalement, pour aller dans votre sens, l'équation se renverse. Certes, ça coûte cher d'avoir de la réglementation, mais quand vous avez flight to quality, c'est la condition de la qualité. Mon RGPD, on ne l'aime pas trop parce que ça impose des obligations, ça donne des droits aussi aux utilisateurs, mais ça leur donne des garanties. Et une des garanties fondamentales dans le monde de la tech aujourd'hui, c'est la garantie que vous avez un firewall par rapport à la surveillance de l'État. Et ça, quand vous avez une nouvelle administration américaine qui achète ces datas sur le marché pour éviter des décisions de la Cour suprême, quand vous avez Pékin qui fait de la surveillance systématique et qui n'offre pas ces garanties-là, votre législation vous permet de crédibiliser vos acteurs. Et quand vous êtes dans le domaine de la finance, de la santé, et que vous maniez des données sensibles, c'est fondamental. Et donc, à l'étranger, vous permet de garantir et d'avoir ce saut qualitatif. Écoutez, le temps est déjà terminé pour nous. Désolé, Fabien, on avait encore beaucoup de sujets à évoquer, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, si après vous avez des questions à lui poser. Merci beaucoup, Fabien. Avec grand plaisir, merci beaucoup.